Depuis les grandes sécheresses des années 70, le désert menace inexorablement les terres habitées du nord du Burkina Faso. Pourtant, un homme a dit non à l'exode et a décidé de reverdir son village. Yacouba Sawadogo a consacré 40 ans de sa vie à lutter contre la désertification de ses terres et a créé une oasis de 40 hectares de forêts et de jardins. Damien Deville, bonjour. Vous êtes géographe et anthropologue de la nature. Vos recherches s'intéressent particulièrement à la relation entre humains, mais aussi aux relations entre l'humain et la nature. Vous venez de consacrer un livre aux éditions Tana à Yacouba Sawadogo, un livre intitulé « L'homme qui arrêta le désert ». Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cet homme au point de lui consacrer un ouvrage ? Alors c'est venu en plusieurs étapes. La première, c'est que ça se voit pas trop, mais je suis moi-même franco-burkinabé. C'est vrai que c'est un pays qui m'inspire beaucoup, que je connais mal, à vrai dire, mais... Vous connaissez mal et en même temps vous avez la nationalité burkinabé. Oui, ouais, je l'ai demandé au bout de plusieurs années de vie là-bas. En fait, on a tous des identités plurielles, je crois, et ça serait un beau message de paix d'ailleurs de le revendiquer. Et parmi ces identités plurielles, je crois qu'on a des identités un petit peu fantasmées, un petit peu imaginées, qui nous regardent par-dessus l'épaule comme ça, et qui, bien qu'on les connaisse pas très bien, guident un peu nos pas. Et je crois que le Burkina Faso, c'est exactement ça pour moi. Je connais encore mal la complexité du pays, sans ethnie, sans langue, une épaisseur culturelle très dense, et en même temps, ses couleurs, ses chemins. Les gens que j'ai rencontrés sur place se rappellent souvent à moi au quotidien. Alors vous avez cette humilité des gens qui ont souvent beaucoup étudié, qui disent je connais peu, parce que effectivement vous connaissez peu, mais vous y avez vécu plusieurs années. J'y ai vécu plusieurs années. Vous êtes marié avec une Peul du Burkina Faso. Tout à fait. On a un fils métis maintenant qui a lui-même la double culture. En tout cas, on l'essaye de l'éduquer comme ça. Mais en fait, j'ai jamais vraiment étudié le Burkina Faso non plus en tant que scientifique. Et d'ailleurs, je suis parti vivre là-bas au moment où je commençais ma thèse, qui était, elle, sur les Cévennes, en France. Et c'est rigolo parce que quand on pense aux anthropologues, on les imagine reliés, effectivement, à un territoire français et partir faire leur terrain de recherche à l'autre bout du monde. Moi, c'était l'inverse. C'est le contraire. Je suis parti vivre à l'autre bout du monde et je revenais faire mes terrains en France, en Cévennes. Mais est-ce que vous n'avez pas, finalement, toujours un regard d'anthropologue en permanence? Si, bien sûr. Et quand vous êtes avec vos tantes au Burkina Faso, il y a un lien familial, mais il y a aussi le regard de l'anthropologue, non, derrière? Tout à fait, et d'autant plus que j'inscris modestement mes travaux dans les chemins de la relation, qui nous viennent de plusieurs disciplines. J'en citerai 3, la philosophie avec Édouard Glissant, Corinne Pelluchon également, la géographie avec Augustin Berck et l'anthropologie avec Philippe Descola. Et lorsqu'on s'intéresse à la relation à l'autre, humain comme non humain, en Afrique de l'Ouest, ces relations sont très denses. La maison de retraite, ça s'appelait la famille, par exemple, toujours. Chacun a son grand et son petit, ce qui peut traduire aussi, ce qui peut traduire des rapports de force aussi entre les populations. Mais tout est relationnel, en fait, en Afrique de l'Ouest. Et puis, bien sûr, il y a l'héritage de l'animisme et des liens spirituels qui unissent des humains à leurs frères non humains, à des territoires, à des baobabs sacrés, aux falaises de Fabédougou, qui sont cités d'ailleurs dans le livre, etc. Alors Damien Deville, c'est intéressant parce que je vous pose une question et vous me répondez déjà à l'africaine. Oui, c'est vrai. Peut-être. On a fait un circuit à la fois un peu sur votre histoire, sur votre lien, sur le relationnel. Vous êtes un conteur quelque part. Ça commence déjà comme ça. Je vous sens comme un conteur. C'est vrai. Hein? Peut-être. C'est gentil. Je l'avais jamais perçu en tout cas comme ça. Et on va pas directement à la réponse. On prend le temps. On prend le temps, c'est vrai. On prend le temps de contextualiser. Ça, c'est quelque chose de très important parce que je pense que la couleur de la terre dans laquelle on a grandi influence les corps, influence les esprits, en partie en tout cas. Et Yacouba Sawadogo est lui-même pétri d'une culture, d'une terre, d'un paysage, de certains nuages. Sawadogo, lui-même, le nom de famille, veut dire ceux et celles qui ramènent les nuages, qui ramènent la pluie, donc. Donc il est pétri de tout ça. Et justement, c'est tout ça que j'ai voulu aussi un peu traduire dans le livre, c'est toutes les relations qui composaient l'homme et qui ont guidé ses choix. Et toutes les relations, par extension, qui me composent moi et qui m'ont amené sur les chemins du Burkina Faso et à rencontrer l'homme. Et ça me permet de revenir, Thierry, à votre première question. Pourquoi un livre sur Yacouba Sawadogo ? Eh bien parce que justement au Burkina Faso, j'ai pu voir plein d'alternatives comme ça qui me nourrissaient, venant moi-même un petit peu des mondes de l'écologie et auxquelles on accorde peu de regard ici en France. En écologie, on parle pas beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, encore moins du Burkina Faso par extension. On croit que l'Europe va apporter à l'Afrique tout à fait. Ce qui va les aider à s'en sortir. Exactement. Et même dans les grandes voix un peu qui nous viennent de l'international, on connaît un peu des grandes figures indiennes, je pense à Vandana Shiva, à Satish Kumar, on connaît le chef Raoni, on connaît bien sûr de grandes figures européennes.
On connaît un peu moins les figures ouest-africaines. Et pourtant, elles ont autant de choses à nous apprendre. Et donc j'ai voulu renouveler un peu le genre en fait des livres en écologie en faisant entendre ce qui est pour moi l'une des plus grandes voix du Burkina Faso, celle de Yacouba Sawadogo. Alors Damien Deville, vous allez nous le faire rencontrer. Malheureusement, je ne peux pas l'interviewer. D'abord, il ne parle pas du tout français. Il ne parle que sa langue de son ethnie. Oui, il parle juste le moré. Donc il ne sait ni lire ni écrire le français. Parce que le moré est plutôt une culture orale qui se transmet à l'oral. Et puis surtout, c'est un vieil homme. Et aujourd'hui, on avait hésité, pour tout vous dire, à le faire venir en France pour la promotion du livre. Il nous a paru plus sage de ne pas lui faire le voyage en avion parce qu'il arrive plutôt au crépuscule de sa vie, effectivement. Alors, vous le décrivez au début du livre. J'aimerais bien que vous nous le décriviez, ce vieil homme, ce vieux, comme on dit là-bas, au Burkina Faso. Exactement. On dit le vieux. On l'appelle le vieux. Le vieux. Son fils lui-même. Et c'est pas du tout péjoratif quand on dit le vieux. Au contraire, c'est une marque de respect, une marque d'inspiration. Alors, comment le décrire c'est un homme ridé, forcément courbé par le poids du grand âge et en même temps très chargé en énergie. C'est ce qui m'a surpris lors de notre rencontre qui ne s'est pas fait chez lui, qui s'est faite à Abidjan. Pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité, tout à fait. Vous savez, en zone rouge. Exactement. Où sont les djihadistes actuellement. Exactement. Le nord du Burkina Faso est rattrapé par un démon. Voilà, la crise du djihad, qui est commun au Mali et au Niger également. Et le village de Yacouba Sawadogo est en zone de guerre actuelle. À la frontière du Mali, donc là il faut situer géographiquement, on est à Gourga, à côté du village de Gourga. Exactement. Gourga est un village qui est juste à côté de l'un des 3 soleils du Burkina Faso, qui est la ville de Waïgouya, les 2 autres étant Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Une ville qui est baignée par la culture Mossi, puisque l'un des rois des Mossi y vit toujours. Et d'ailleurs entretient des liens de parenté avec le Moronaba qui lui vit à Ouagadougou. Donc là on est vraiment à la frontière du Mali. Donc on est au nord du Burkina Faso, en zone sahélienne. Il faut imaginer que le Burkina Faso, grosso modo, est traversé par 3 grands biomes, le Sahel, la savane, les zones semi-tropicales de Bobo-Dioulasso. Donc là on est vraiment en zone sahélienne. Au nord c'est le pays Touareg, c'est les dunes, c'est le sable, c'est le Sahara. Au sud on part vers la savane. Et puis à l'ouest on part vers le pays d'Ogon, on part vers le Mali. Alors revenons à Yacouba Sawadogo. Vous dites un vieil homme, voûté, ridé, usé par le travail qu'il a mené pour reboiser cette zone désertique. Oui, il a les mains cailleuses des paysans, vous savez. Il a la peau tannée par le soleil, qui n'est pas propre à la condition paysanne sur place, mais on voit que c'est quelqu'un qui a bien sûr passé la plupart de sa vie en extérieur, en fait, soumis à la violence, la force, la rigueur des grands soleils, des hauts soleils du Sahel. C'est un homme qui est très classe sur lui. À chaque moment de vie partagé avec lui, il sortait ses plus beaux pagnes. Il sortait ses plus beaux boubous. Alors qu'on n'était rien pour lui quelque part. Et ça, j'aimerais souligner à quel point il nous a accordé intention, bienveillance, temps. Il n'a jamais regardé sa montre. Je dis ça de manière imagée parce que on lui a demandé 2 semaines quand même. On a passé 2 semaines avec lui à Abidjan. Et il avait des raisons de s'inquiéter et de s'impatienter. Sa forêt est en proie à des jalousies parfois qui entraînent des accidents, des feux volontaires, des violences envers certains membres de sa famille. Et puis comme je disais tout à l'heure, de plus en plus Waïgouya et son village est rattrapé par le djihadisme. Et malgré tout, il a été très présent. Et il faut imaginer que chacun de ces échanges était finalement assez court. À chaque fois que je lui posais une question, il répondait avec peu de mots, mais avec des mots très chargés. Remplis de symboles, remplis de sens. Et toute l'épreuve de ce livre a été de détisser ces mots chargés de sens pour essayer de les expliquer au grand public. Visage, l'expression de l'être. Alors Damien Deville, cet homme qui arrêta le désert, pour reprendre le titre de votre livre, c'est Yacouba Sawadogo. Dans quel contexte il a décidé d'arrêter le désert, ou du moins de commencer à replanter des arbres? J'aimerais que vous nous aidiez à imaginer, on est dans les années 80, il y a eu déjà les grandes sécheresses des années 70, il y a la grande sécheresse des années 80. Qu'est-ce qui l'a décidé à ne pas fuir comme les autres et à rester? Alors c'est vrai que Yacouba avait plutôt projeté au début sa carrière en tant que commerçant. Il s'imaginait devenir l'un des grands commerçants qui composent aujourd'hui le Burkina Faso. Il avait ouvert un petit commerce dans le marché de Waïgouya, justement la ville proche de son petit village. Un commerce qui marchait, de ses mots, assez bien. Il gagnait bien sa vie, il avait des projections dans le futur. À ce moment-là, dans les années 80, effectivement, une immense sécheresse provoque une famine forte dans cette partie du Burkina Faso.
décime les troupeaux, qui a été une violence très forte, hein, parce que pour les Mossi et notamment les Peuls qui vivent également dans cette zone, le lien aux vaches est aussi de l'ordre du symbolique. Empateba disait qu'un Peul sans troupeau, c'était comme un prince sans couronne. Donc fallait imaginer la violence symbolique aussi qui était de cette sécheresse, à tel point que la plupart des familles de son village décident de partir vers les espoirs de la grande ville, Waiguya, mais surtout Ouagadougou. Ils abandonnent tout, maisons, champs, eau, troupeaux, et ils partent en famille vers les horizons de la grande ville. À ce moment-là, Yacouba Sawadogo, attaché à sa terre, attaché à sa famille, décide de faire le sens inverse, de rester au village et de prendre sa daba, vous savez, ces outils très particuliers qu'on trouve qu'il a toujours sur l'épaule, hein, quand voilà. Il se promène dans sa forêt. On le voit toujours dans les vidéos aujourd'hui. À 80 ans, il la porte toujours. Il a commencé à cultiver la terre. Au début, sans trop d'espoir, c'était une guerre vaine quelque part. Mais justement, au fil de la pratique, il a appris différentes techniques qui ont permis de ramener l'espoir, ramener de la fertilité, ramener de la faune, ramener de la flore, tant et si bien qu'il a réussi à redessiner finalement les courbes paysagères de son village. Pourquoi il a fait ce choix qui est complètement incroyable, qui est complètement à contre-courant déjà, je dirais, des tendances actuelles où beaucoup de gens veulent quitter les villages pour aller dans les villes, mais lui, en pleine période de sécheresse, il dit non seulement je vais rester, mais il dit je vais quitter mon commerce pour retourner dans mon village et planter des arbres. Oui, tout à fait. Ça semble incroyable, ça. Ouais. Alors au début, il n'a pas vraiment planté des arbres. Au début, il s'est orienté vers les céréales, la culture de sorgho traditionnelle, hein, dans cette partie du Burkina Faso. Puis très rapidement, il s'est orienté vers les arbres. Quelques années après, en fait, c'est allé très vite. Pourquoi il a fait ce chemin inverse ? Je crois que c'est parce que Yacouba était pétri de convictions. Il les a toujours, d'ailleurs, c'est des convictions qui le mettent en chemin chaque matin. Lesquelles ? La première, c'est de revendiquer l'art des villages. C'est comme ça un peu que je l'appelle dans le livre. C'est-à-dire que, sans entrer dans un rapport martial entre territoire, entre ville et campagne, cette idée de se dire que les villages ont une culture particulière, ont un système relationnel particulier, qui sont également guidants pour faire face aux crises contemporaines, quelque part. Et d'ailleurs, ça, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec la France qui se métropolise énormément. Attendez, ça, c'est une analyse que vous avez avec du recul ? Oui, ouais. Vous mettez ces mots-là, mais lui, homme simple, du Burkina Faso, qui a pas fait d'études, qui a fait une école coranique, simplement quand il était jeune, il a pas ces formulations-là. Alors si, tout à fait. Si, il a beaucoup revendiqué la culture village face à la culture urbaine. Il l'exprime comme ça. Il l'exprime comme ça, ouais. Un système relationnel qui a autant apporté aux sociétés du Burkina que les grandes villes finalement et les espoirs qui s'inventent par les grandes villes. Qu'est-ce qu'il appelle la culture village ? Eh bien, c'est une capacité, je crois, à vivre avec l'autre et à transmettre en fait ce qui semble faire équilibre dans ces territoires-là. Ce qui semble faire équilibre dans ces territoires, c'est à mon sens deux choses qui ont composé aussi la vie de Yacouba. C'est une fine connaissance des savoirs botaniques, de la manière dont fonctionnent les sables, le sol, le climat. Quelque chose que Yacouba a lui-même hérité de sa lignée familiale, les Sawadogo, qui ont été toujours traditionnellement des familles de cultivateurs, mais qu'il a hérité aussi également de ses enseignements religieux, de son école coranique, mais aussi de figures spirituelles qui sont toujours très influentes actuellement dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest que sont les cheikhs. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle, Damien Deville, parce que c'est très intéressant dans votre livre de voir comment Yacouba Sawadogo a été un homme de rencontre. Moi, ça m'a frappé, ça. C'est un homme qui, sans arrêt, s'est mis à l'écoute des autres. Donc d'abord, les cheikhs, comme vous dites. Donc j'aimerais que vous nous en parliez, mais aussi qu'on voyage un peu, qu'on suive Yacouba, parce qu'il est allé rencontrer des Dogons au Mali, il est allé questionner beaucoup de personnes. Alors commençons par les cheikhs. Déjà, faut imaginer, pour ceux qui connaissent pas très bien l'Afrique de l'Ouest, que dans les mondes de l'islam de l'Afrique de l'Ouest, les cheikhs sont des figures très influentes dans les communautés villageoises et qui ont pour rôle en fait de coordonner, de guider les tâches de la communauté. Sont plus que des imams, ce sont des maîtres spirituels. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qui peuvent avoir finalement un rôle, comme nous on l'imaginerait en France, un peu finalement de petites personnalités politiques à l'échelle de leur village, dans le sens où par leurs conseils, par leurs mots, ils vont guider des tâches collectives, ils vont conseiller aux villageois de s'orienter vers telle construction, tel type d'agriculture, etc. C'est des gens qui sont souvent très attachés à leur territoire et qui ont une connaissance très fine aussi de la manière dont fonctionne leur territoire. Et c'est des gens qui sont attachés aux arbres et au savoir que proposent les arbres pour se soigner, pour faire de la cueillette, pour
protéger la fertilité des sols. C'est d'abord ça que Yacouba a reçu. Yacouba a continué à fréquenter les cheikhs dans son village au moment où il était commerçant parce qu'il a voulu continuer à pratiquer les chemins de l'islam. Il prie toujours, il fait toujours ses 5 prières face à la Mecque par jour, etc. Donc les premières paroles qu'il a écoutées, effectivement, quand il s'est remis à la terre, c'était les paroles des cheikhs qui très vite l'ont conseillé dans les pratiques agricoles et l'ont orienté vers la culture d'arbres. Et c'est là, il faut porter un autre regard sur l'islam que l'on a en France et qu'on a malheureusement quand on parle de ces pays et de l'islamisme, parce que là on a affaire à un islam qui est un islam de tolérance, un islam de respect. Vous écrivez dans votre livre, car lorsqu'elle est correctement énoncée, la parole coranique offre à ceux qui l'écoutent la ténacité pour faire face aux obstacles, pour croire que là-haut, une étoile veille et bercera de chance les choix de toute une vie. On sent que c'est l'islam, sa foi coranique qui le guide tout au long de son engagement, Yacouba. Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai interrogé sur ses années à l'école coranique, il les a jugés difficiles. C'est vrai que les enseignements des maîtres, d'une certaine manière, peuvent être assez violents, rués de coups. Et d'ailleurs, il y a un livre incroyable que je conseille de Cheikh Hamidou Khan qui s'appelle L'aventure ambiguë, qui explique très bien tout ça. Et en même temps, c'est quelque chose pour lequel il garde beaucoup de bienveillance. Il regrette pas du tout, au fond, d'être passé par l'école coranique plutôt que par l'école coloniale à l'époque, puisque selon lui, justement, il a reçu une parole source de bienveillance, source de sagesse. Il se disait être un enfant très timide, et vous savez que dans les écoles coraniques, on oblige les enfants à mendier pour avoir accès à leur nourriture, ce qui est une quête d'humilité. En tout cas, c'est comme ça que... Quand ce n'est pas perverti, comme Exactement. avec certains cheikhs qui abusent des talibés, comme on dit, des élèves coraniques, et qui les font mendier uniquement pour s'enrichir. Exactement. Il y a toujours, comme dans beaucoup de religions, les extrêmes et les perversions de certaines pratiques. Tout à fait. Et du coup, selon Yacouba, en fait, il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Il fait preuve d'abnégation pour sa communauté par les enseignements qu'il a reçus de l'islam dès son plus jeune âge. Donc effectivement, c'est une manière... Ce que j'ai voulu aussi faire dans le livre, c'est... Les mondes de l'islam sont très influents, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, mais que la plupart de ces chemins de l'islam sont des mondes de paix, en fait. Avec des conditions aussi qui font pas forcément fantasmer. Et c'est vrai que dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest, c'est pas forcément lié à l'islam, c'est lié aussi aux structures traditionnelles. La situation des femmes, par exemple, c'est quelque chose que je dis bien dans le livre, peut blesser la raison et le cœur. Donc il y a des choses, je crois, aussi à faire transiter, mais cela ne demande pas forcément de remettre en cause certains piliers de l'islam qui peuvent guider les populations d'Afrique de l'Ouest face aux crises contemporaines. Et qui ont guidé Yacouba Sawadogo. Damien Deville, je le disais il y a un instant, Yacouba Sawadogo, cet homme qui a, arrêté le désert, c'est une grande expression, en tous les cas, qui a fait reverdir sa zone malgré la grande sécheresse des années 80, qui a planté 40 hectares de forêt. Cet homme-là, il a reçu des enseignements d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, il est parti au Mali, il est parti voir les Dogons qui vivent dans ces falaises magnifiques de Bandiagara. Et là, il a reçu un enseignement sur la manière de travailler la terre dans des zones très, très arides. Tout à fait. En fait, Yacouba a très vite compris que s'il voulait pérenniser ses plantations d'arbres, il fallait qu'il dompte l'eau, au sens littéral du terme. C'est le principal enjeu, finalement, cette capacité à faire alliance avec l'eau. Il s'est mis à regarder déjà les mouvements de l'eau dans ces paysages, dans ces terres. Il s'est mis à les rencontrer, justement, il est parti sur les routes à les rencontrer d'autres systèmes paysans qui pouvaient l'inspirer. Il est parti vers l'ouest, il est parti vers le Mali. Il a rencontré les Dogons qui utilisent une technique qui s'appelle les cordons pierreux, tout simplement, qui paraît assez instinctif comme ça. C'est que dans les zones où l'eau chemine sur le sol, ils placent finalement des cordons de pierre, des pierres très bien choisies pour s'inscrire comme ça, comme une fine mosaïque,
Des petits un barrages, complexe en fait. puzzle, Ce sont voilà, des petits pour faire des barrages. petits murets justement qui permettent de freiner la course de l'eau et l'inciter un petit peu à rentrer dans le sol. Revenant chez lui, Yakuba s'est rendu compte que si l'eau était rare dans sa terre, ce qui n'était pas rare, c'était les cailloux, c'était la caillasse. Et justement, il s'est mis patiemment à récolter toute une série de cailloux pour quadriller toute sa forêt, tous ses champs de cordons pierreux. Et puis un peu plus tard, et ça c'est presque, je crois, l'innovation la plus forte, à mon sens, en tout cas la plus inspirante, c'est que justement par sa capacité à remettre de l'humidification dans le sol, liée au cordon pierreux, mais aussi liée à la technique traditionnelle qu'il a réinventée, la technique du zai, qui très rapidement demande de creuser un trou pour planter l'arbre pendant la saison sèche et de mettre de la matière organique et de l'eau justement à ras-bord jusqu'à la limite du trou pendant la saison sèche et de ne plus y toucher jusqu'à la saison des pluies, ça a permis finalement au sol de se regorger en humidité. Et ça, c'est très important, parce qu'on l'a surnommé Yakuba Zai, tellement c'est lui qui a relancé cette technique qui était jugée complètement folle par son environnement. Parce que lui, il plantait pendant la saison sèche. Tout à fait. Il devait arroser pendant la saison sèche. Donc les gens de son village et les gens autour lui ont dit qu'il était complètement fou de faire ça. Exactement. On pensait que les arbres allaient mourir tout simplement parce qu'ils allaient se prendre les hauts soleils, au fond, de la grande saison sèche. Ce à quoi Yakuba a répondu que non, justement, par l'apport de matière organique qui fait préalablement dans le trou, des feuilles mortes, des petites brindilles, et par l'eau qui va le mettre jusqu'à ras-bord, l'arbre va construire en fait une surface racinaire superficielle au départ, mais suffisante pour résister jusqu'à la saison des pluies. Et lorsqu'arrive la saison des pluies, contrairement justement à ce que font les autres paysans, où l'arbre doit grandir, doit faire ses premières armes en fait, lorsqu'on utilise la technique du zai, le système racinaire est déjà là. Et donc il peut s'élancer vers le haut pour aller chercher le soleil, et l'eau de la s'élancer pluie davantage en profondeur pour aller chercher les nutriments. Et l'eau de la pluie va encore mieux pénétrer dans ces trous qu'il a construits, dans ces Exactement. Alors les trous aussi ont l'immense qualité d'ameublir justement la terre et de faire en sorte que matière organique et eau s'infiltrent beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus pertinente. Et cela a été renforcé par un allié qui est arrivé justement très rapidement en fait dans les forêts de Yakuba. À partir du moment où les sols sont humides, c'est un tapis rouge pour certains petits insectes, et notamment les termites. Les termites. Donc voilà. Il a lié une amitié avec les termites. Alors racontez. En quelque sorte. Généralement on a peur des termites, où on se dit que les termites vont tout manger, les grosses termitières vont prendre de la place. Et lui, il se fait allier avec les termites. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Au point même d'aller arroser un peu le bas des termitières pour énoncer comme une forme de prière, en tout cas leur demander de rester, en leur amenant l'humidité dont elles ont. Et alors pourquoi il fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Parce que tout simplement, il s'est rendu compte que les termites, c'est comme les vers de terre chez nous, en Afrique de l'Ouest. C'est des êtres qui aèrent le sol, qui le rendent davantage meuble et qui permettent à la vie de revenir, tout simplement, en fait. C'est vraiment les ingénieurs du sol, les termites là-bas. Alors en Afrique de l'Ouest, traditionnellement, on chasse pas les termites des champs, mais en tout cas, on n'y accorde pas forcément une attention, effectivement. Yakuba les a chéris toute sa vie, ces termites, parce qu'il s'est rendu compte que c'est grâce à elles que sa forêt allait trouver finalement son équilibre. Alors Damien Deville, vous le dites bien dans votre livre, Yakuba Sawadogo a été pris pour un fou au début. Il en a souffert, ça a été dur pour lui. Je crois. Vous savez, Yakuba Sawadogo est un homme de peu de mots. Je vous avoue que j'ai eu du mal à aller au cœur de ses émotions dans l'échange. Je crois que c'est lié aussi très fortement à la culture Mimossi, qui est une culture plutôt pudique, comme les Peuls, c'est des gens qui ne se plaignent pas, qui ne se plaignent pas, exactement. Et d'ailleurs, du coup, dans le livre, je suis pas allé sur ce chemin-là, sur le chemin des émotions, parce que je voulais pas utiliser des mots que lui-même ne m'avait pas transmis. Je voulais pas extrapoler sa parole. Par contre, effectivement, à plusieurs reprises, il m'a dit qu'il avait eu des moments de joie avec sa forêt très forte, des moments de peine aussi, de douleur, qui sont liés effectivement au regard que les autres pouvaient porter sur lui. Mais il a eu cette phrase, et puis plus récemment aussi à la jalousie qui peut faire naître. C'est vrai que l'homme est reconnu maintenant dans son pays. Maintenant, il est vraiment reconnu. Maintenant. Mais c'était pas le cas au début. C'était pas le cas avant. Mais du coup, il subit maintenant aussi un contre-coup de sa notoriété, c'est-à-dire des formes de jalousie qui amènent d'autres personnes à opérer des violences envers sa forêt, à y mettre le feu, notamment. D'ailleurs, juste avant qu'on le rencontre
les médias burkinabés avaient fait des titres justement sur sa forêt qui avait brûlé, un feu intentionnel. Et puis il avait eu cette phrase très très belle. Il me disait que là, je reprends ces mots pour le coup. Il disait que certains hommes, certaines femmes naissent avec de l'aigreur dans leur cœur et que la meilleure manière de les changer, c'est de ne pas arrêter ce qui nous semble juste. Voilà, il avait utilisé ces mots très forts. Et du coup, je crois que son principal pansement, justement, à toutes les blessures qu'il a pu recevoir au fil de sa vie, ça a été de continuer à planter envers et contre tout. Il a reçu en 2018 le Right Livelihood Award, c'est-à-dire le prix Nobel alternatif. J'imagine que ça a changé complètement sa vie, non, cette reconnaissance. Même s'il a eu d'autres reconnaissances avant, celle-ci, elle est assez énorme et elle est internationale. Ouais, tout à fait. Comment il l'a vécu? Alors, changer sa vie oui et non, je dirais. Ou pas, ouais. peut-être. Ça a changé sa notoriété, bien sûr. Il est devenu connu, reconnu, vénéré, en quelque sorte. Au Burkina Faso aussi, ou pas trop? Parce que comme on dit toujours, nul n'est prophète en son pays, Au Burkina Faso surtout. Il est surtout connu. Ouais, beaucoup de paysans commencent à venir le voir, des jeunes aussi, plusieurs mouvements citoyens et politiques. Je pense notamment au mouvement du ballet citoyen qui a été porté récemment au Burkina Faso, qui a permis le départ d'un président qui était là depuis longtemps, Blaise Compaoré. Les jeunes sont venus le rencontrer pour qu'il enseigne en fait ses savoirs traditionnels. Petite anecdote, du coup nous on l'a interviewé à Abidjan. On a fait aussi quelques moments de vie partagés avec lui. On est allé à Grand-Bassam, voilà, au bord de la mer. On l'a emmené voir la mer. Des Burkinabés l'ont reconnu, sont venus demander des photos avec lui. Donc le visage est rentré dans l'imaginaire collectif. Mais son savoir-faire, sa pratique, il arrive à transmettre? Oui, en tout cas, c'est une réelle volonté qu'il a. Déjà de transmettre à sa grande famille. Yacouba a 27 enfants. Et il espère, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti de ses propos, que certains de ses fils, certaines de ses filles reprendront sa forêt par la suite. Et c'est le cas? Et c'est le cas, avec notamment la personne de Loukman Sawadogo, qui a tellement envie de reprendre la forêt qu'il s'est orienté vers des études forestières. Voilà, il est devenu garde forestier quelque part. Et aujourd'hui, il met déjà les mains dans la terre, dans son village, pour emmener aussi le projet plus loin. Et par les connaissances agronomiques que Loukman a eues pendant sa formation, il a créé une petite pépinière dans le village de son père, qui permet à la forêt de s'agrandir encore plus, quoi. Loukman est venu avec son père à Abidjan avec nous, et c'est quelqu'un avec qui on a pu échanger pour comprendre comment lui se projetait également dans le futur. Et puis l'un de ses rêves, et là je me permets d'utiliser votre micro, Thierry, pour le partager. Il nous l'a dit, Yacouba, c'est que finalement, cette reconnaissance n'a pas eu vraiment de conséquences financières vers lui, et du coup pas forcément d'une capacité à investir dans des projets qui lui tiendraient à cœur. Pourtant, il a un grand rêve, c'est de construire un lodge sur ses terres, à partir duquel il pourrait accueillir paysans, occidentaux, jeunes, tous ceux et toutes celles qui voudraient venir le voir pour pouvoir transmettre et pour pouvoir enseigner. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on aimerait réaliser. Là, on est en lien avec plusieurs acteurs pour essayer, pourquoi pas, de penser une levée de fonds et accompagner Yacouba dans la réalisation de ce lodge. Il y a beaucoup d'ONG au Burkina Faso. Lui n'a pas fondé une ONG pour pouvoir développer encore plus sa forêt, passer de 40 hectares à peut-être 60 ou 70 hectares. Non, c'est pas ce qu'il souhaite faire. Par contre, ça serait peut-être le vœu de son fils qui actuellement gère une association qui finalement forme des femmes, des communautés de femmes dans tous les villages aux alentours, donc pas seulement à Gourga où ils vivent, mais dans tous les villages de la région là, du Yatenga, on l'appelle comme ça, là, cette région du Burkina Faso. Et donc je pense que le fils aura envie que l'œuvre du père rayonne davantage à une échelle beaucoup plus large que le simple village de Yacouba Sawadogo. C'est vrai que l'œuvre de Yacouba est empreinte d'humilité, il n'y avait pas cette envie forcément de rayonner par-delà son village. Sa vraie volonté, ça a été de, tout simplement face à la grande sécheresse qui a marqué les années 80, remettre de la vie dans son village, humaine comme non humaine. Et il a réussi. 30 ans après, il a réussi. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Ya na tanga noma.
Damien Deville, j'aimerais qu'on visualise cette oasis agricole de 40 hectares. On a parlé beaucoup des arbres, il a planté des arbres, mais c'est pas uniquement des arbres. Il y a aussi le côté jardinage, j'imagine, le côté jardin vivrier, parce qu'il faut faire vivre cette nombreuse famille qui est la sienne. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les familles sont revenues. Je disais tout à l'heure que pendant les années 80, plus de 2/3 des familles ont quitté le village. Donc c'était un exode rural qui était très important. Aujourd'hui, le village a retrouvé l'intégralité de ses familles, l'intégralité de sa population d'avant. Et c'est même agrandi tellement que aujourd'hui le village est rattrapé par la ville. C'est vrai qu'il y a une pression urbaine qui est très forte dans ces coins du Burkina Faso. Et du coup, il y a un enjeu d'autant plus important à préserver sa forêt et à préserver les espaces agricoles proches de sa forêt qui peuvent être très rapidement grignotés par la ville. Car effectivement, autour de la forêt se déploient aujourd'hui des champs de céréales qui profitent directement du microclimat et des insectes, en fait, qui sont revenus par la forêt pour pérenniser, en fait, la fertilité des champs. Champs qui appartiennent à la collectivité, sur lesquels on fait toujours des travaux collectifs. Ça appartient pas à des propriétaires fonciers, ça appartient à tout le village. Et puis, dans le village, de venelle en venelle, on observe justement énormément de potagers, énormément d'élevage, toujours. Et puis récemment, je le disais tout à l'heure, porté notamment par le fils Loukman, une pépinière qui permet d'avoir les jeunes pousses pour la saison future, quoi. Mais alors, Damien Deville, j'aimerais bien comprendre, grâce à vous, votre expérience au Burkina Faso, cette réalité que l'on nous présente toujours, et qu'effectivement j'ai vu sur le terrain dans tellement de pays africains où je suis allé en reportage, c'est que la plupart des jeunes veulent quitter le village pour aller soit dans les grandes villes, et les grandes villes c'est Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Abidjan, soit carrément migrer, venir en France. Peu de jeunes désirent rester au village. Alors comment faire pour encourager ces jeunes à rester au village? Et puis est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Ouais, c'est une très bonne question. Alors là, je vais peut-être quitter les propos propres à Yacouba Sawadogo pour avoir une analyse plus générale qui résonne un petit peu avec mes travaux de recherche. C'est que on a créé un récit de l'émancipation, du progrès, uniquement pour et par les grandes villes. Et ça, il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte. Au cinéma, en France, par exemple, la plupart des films se passent dans les grandes villes. Et comme la France reste un pays très centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue, quoi. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée finalement un déficit démocratique et culturel de la plupart des territoires finalement français, la plupart des manières de vivre, la plupart des manières d'être à la française. J'ai pris le cas de la France, mais je crois que c'est exactement le cas aussi aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est intéressant, vous transposez ce que vous avez vu en Afrique à la France aussi. Tout à fait. Je pense qu'on on l'a vécu dans les années 50-60, c'est ça? Exactement, et je crois qu'on continue toujours à le vivre aujourd'hui. La désertification des campagnes, des villages pour les grandes villes. Exactement. Alors les campagnes renouent un petit peu avec un intérêt fort en France, mais ce sont souvent, et ça j'aimerais le dire, j'en profite d'avoir votre micro tiré pour le dire, ce sont souvent des campagnes qui vont déjà bien. La Bretagne, la Normandie, car proche des grandes villes, car relativement proche de Paris, ou bien desservie de Paris, et les campagnes qui ont le plus souffert des exodes ruraux, de la désindustrialisation aussi des années 70 et 80, vivent toujours d'intenses précarités économiques. Je pense aux Cévennes, là où j'ai fait ma thèse, je pense au Grand Est de manière générale. Et donc il y a un véritable enjeu finalement, je crois, à redistribuer les opportunités entre les territoires. Dans mes propos là, c'est vraiment pas du tout l'idée de rentrer dans un rapport martial entre grandes villes et autres types de territoires. Au contraire, faut miser sur des complémentarités, mais miser sur les complémentarités demande d'abord de reconnaître la singularité des autres territoires, des territoires qui ne sont pas urbains, et de ce qu'ils peuvent apporter au récit contemporain. Alors, je trouve très intéressant votre parallèle avec la France, mais j'aimerais qu'on reste un peu sur le Burkina Faso. Cette réalité des jeunes qui ne veulent pas rester dans les villages, comment leur dire... Si tu prends l'exemple de Yacouba Sawadogo, tu vas pouvoir cultiver ton jardin et malgré les sécheresses qui menacent, et notamment avec le réchauffement climatique, tu vas quand même pouvoir rester sur tes terres. C'est un langage qui passe, ça, ou qui passe pas? Il reste timide pour le moment, mais si je me suis permis de faire le parallèle avec la France, c'est parce que je crois que c'est exactement les mêmes récits qui structurent actuellement l'Afrique de l'Ouest, en fait. L'émancipation passe par la grande ville.
Donc effectivement, il faut vite partir dès qu'on le peut du village pour aller à Ouaga ou pour aller les Éden maintenant en Afrique de l'Ouest, c'est Dakar et Abidjan qui sont les deux métropoles qui explosent énormément. Et pour y trouver Mais ce que je veux dire, c'est que pour y justement trouver du travail, plus de rencontres, une capacité à entreprendre, le rêve de la richesse à l'abidjanaise. Et c'est vrai qu'on peut réussir à Abidjan. Il y a des millionnaires aujourd'hui qui sont partis de rien et qui aujourd'hui vivent avec beaucoup. Il y a des gens qui sont très riches en Côte d'Ivoire. Il y a le caoutchouc, il y a le cacao. Au Burkina Faso, il y a l'or. Voilà, il y a des gens qui rêvent d'entreprendre à travers ces filières-là. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que tout ça, c'est un construit politique et culturel. Et que je pense qu'il y a des leviers au Burkina Faso comme ailleurs pour remettre en récit la diversité des manières d'être et des diversités de faire territoire. C'est un projet politique, ça, en fait, en tant que tel. Vous dites dans votre livre, un village, nous y vivons pour souhaiter en partir, nous le quittons pour souhaiter y revenir. Tout à fait, ouais. Yacouba, lui, n'en est jamais parti. C'est une exception, cet homme, finalement. Je crois que c'est une exception, ouais, tout à fait. Et il faut dire aussi que ce qui caractérise de manière très forte l'exode rural, je crois, au Burkina Faso, c'est l'accaparation des terres agricoles. Par qui ? Par la Chine, surtout. Beaucoup au Burkina Faso. Et par finalement certaines grandes entreprises qui peuvent être parfois pilotées par aussi des gens originaires d'Afrique de l'Ouest, mais qui font des remembrements agricoles comme nous on a pu connaître finalement. Encouragé par le ministère de l'Agriculture. Encouragé par les banques de développement, encouragé par les ministères et par les gouvernements. Et ça traduit quoi ? Bah forcément, ce qu'on faisait avant avec 10 paysans, on le fait plus qu'avec un seul paysan maintenant. Mais qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne une standardisation très forte des paysages burkinabés et par extension des manières de vivre dans ces villages. Un exemple qui est dans une autre partie que je connais très bien pour le coup parce que j'y ai vécu, une autre partie du Burkina Faso. L'arrière-pays de Bobo Dioulasso était un territoire de savane magnifique, zone de migration des grands éléphants qui allaient de la Côte d'Ivoire jusqu'au Niger en passant par là. La Chine a racheté énormément de terres là-bas pour planter, dans ce qui était avant mosaïque de savane, des cannes à sucre à perte de vue. Et ça fait plus de 20 ans qu'on n'a plus vu d'éléphants dans cette zone-là. Et par extension, c'est des villages qui se vident, c'est des villages qui perdent leur capacité à apporter de l'artisanat, à apporter de l'entrepreneuriat, à apporter des choses à la grande ville. Parce qu'on simplifie ces villages dans des politiques publiques de développement agricole, dans des politiques publiques de développement économique, on les empêche d'apporter ce qu'elles peuvent, on empêche à ces villages d'apporter ce qu'ils peuvent vraiment apporter au récit contemporain. Donc j'ai pas de solution toute faite au fond dans mes propos en disant voilà comment il faut faire, il faut s'adapter à la singularité de chaque lieu. Mon souhait, mon rêve, c'est qu'en fait on accorde place, scène, droit de cité à la diversité des territoires, en France comme au Burkina Faso. Visage, Thierry Lyonnais. Damien Deville, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre cette relation que Yacouba a développée avec les arbres, et plus largement que les Burkinabés, et certains en particulier, puisque dans votre livre vous parlez du gardien des baobabs par exemple. Ouais. J'aimerais vraiment que vous nous donniez à comprendre comment ces hommes ont développé un lien qui visiblement est autre que celui que l'on a en France quand on est soit garde forestier, soit bûcheron. Quel lien ont-ils avec les arbres ? Alors commençons par Yacouba. Vous dites il s'est allié aux arbres. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Alors peut-être pour comprendre ça, juste quelques éléments de contexte. Les Mossi, traditionnellement, sont des sociétés animistes. Les sociétés animistes, ce sont des sociétés qui placent des âmes, en fait, chez les non-humains. Les non-humains, ça peut être des animaux, des végétaux, mais aussi dans certains endroits, chez les Dogons, par exemple. Un rocher sacré, une cascade qui est l'abri de telle ou telle divinité. Ça peut être les étoiles, le cosmos, des fantômes, etc. Du coup, Yacouba est immergé aussi de cette culture animiste. Et donc, planter un arbre, c'est pas juste planter un arbre, c'est rentrer en dialogue d'âme avec l'esprit qui sera incarné par la croissance de cet arbre. Mais quand on dit esprit, ça veut dire quoi ? Parce que on sait pas trop ce que c'est que lorsqu'on dit animisme, esprit des arbres, qu'est-ce que c'est ? Oui. Pour illustrer un petit peu ça, je dirais que il y a des parentés. En fait, bon, ça c'est l'anthropologie un peu plus scientifique, mais il y a des parentés en fait dans les systèmes animistes entre humains et non humains. Pour illustrer ça de manière très caricaturale, on peut considérer un non-humain comme
un frère, tout simplement parce qu'il sera la réincarnation d'une personne décédée dans la vie d'après. On peut considérer le non-humain comme quelqu'un participant à sa vie propre, ou quelqu'un étant associé à une divinité, par exemple à un dieu ou autre. Chez Yacouba, ça prend une forme très particulière, ce dialogue d'âme. C'est-à-dire, il se comporte avec les arbres comme nous, on se comporterait avec un individu humain. Voilà, avec un autre humain. Chez Yacouba, ça prend une forme très particulière. C'est qu'avant de cueillir les bienfaits de ces arbres, la plupart des arbres qu'a planté Yacouba ont des vertus médicinales, qu'il utilise, qu'il vend. Yacouba a lui-même le statut de guérisseur, qui est un statut institutionnalisé au Burkina Faso. Les guérisseurs traditionnels sont valorisés au Burkina. Avant de cueillir les plantes, avant de cueillir les racines, avant de cueillir les écorces, il demande à l'arbre son autorisation. Et pour demander à l'arbre son autorisation, il y a toute une petite cérémonie où il va réciter des incantations auxquelles il est l'un des seuls à avoir le secret. Il va venir avec une calebasse et mettre un petit peu de lait autour de l'arbre, etc. Et puis la légende dit, en tout cas dans les croyances aussi, que à partir du moment où le rite est respecté, il n'a pas de raison que l'arbre refuse du fait qu'on lui prélève telle ou telle feuille, telle ou telle écorce. Et c'est intéressant de voir le syncrétisme entre religion traditionnelle et islam. Tout à fait. Et chez d'autres, chez les Dogons, entre christianisme et animisme aussi. Exactement. Il y a une fameuse phrase qui est un peu caricaturale, mais qui dit ce qu'elle veut dire. C'est vrai que au Burkina Faso, on dit qu'il y a 50% de musulmans, 50% de chrétiens et 100% d'animisme. Petite anecdote aussi, ma belle-mère qui est pour le coup chrétienne, 100% chrétienne, au point que chaque matin, elle se lève très tôt pour aller à la messe du matin, à la messe des aurores. L'autre jour, je sors la voiture de la cour pour aller au marché central de Bobo-Dioulasso acheter des tissus. Elle vient toquer à ma fenêtre pour me donner 4 citrons pour mettre aux 4 coins de la voiture. Je lui demande pourquoi faire. Elle me dit c'est pour me protéger des mauvais esprits de la route, ce qui est typiquement une pratique animiste, alors qu'elle est 100% chrétienne. Damien Deville, revenons un instant sur les arbres pour soigner, parce que Yacouba insiste beaucoup là-dessus. Il a sélectionné, vous l'avez dit, des arbres, je crois qu'il a sélectionné 99 espèces d'arbres, et beaucoup de ces arbres ont des propriétés médicinales. Et là, on n'est pas dans des croyances traditionnelles. Enfin, si, on est dans des croyances traditionnelles, mais qui ont été vérifiées par nos connaissances scientifiques. Oui. Alors, déjà, si je peux me permettre, Thierry, de dire que c'est vrai que j'ai utilisé le mot croyance. Nous, en anthropologie, alors, ce livre n'est pas sous le sceau de l'anthropologie. Faire un livre d'anthropologie sur Yacouba Savoie-Dogo, ça m'aurait demandé vivre avec lui pendant au moins 2 ans, quoi. C'est plutôt un récit. C'est pas un livre publié chez Plomb, collection Terre Humaine. Non, voilà, c'est un récit grand public qui, j'espère, inspirera tout le monde. Avec une dimension écologique aussi très forte. Bien sûr. Donc, publié chez Tana Édition, qui s'intéresse beaucoup à l'écologie. Exactement. Mais forcément, à travers mes regards d'anthropologue, je suis façonné moi-même par les concepts en anthropologie. Nous, en anthropologie, ça nous intéresse pas forcément de savoir si quelque chose est vrai ou pas. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance, qu'est-ce qui est de l'ordre de la science rationnelle. Ce qui nous intéresse, c'est quels sont les éléments qui caractérisent les évolutions d'une société, qu'elle soit de l'ordre du spirituel, du scientifique, de l'agronomique, peu importe. On considère tout ça d'un seul et même tenant pour comprendre la complexité d'une société. Donc effectivement, ce dialogue spirituel compose Yacouba, compose la manière d'être dans ce village, compose la culture Mossi, donc c'était très important pour moi d'en faire part dans ce livre. Et effectivement, par la pertinence de sa forêt, des scientifiques se sont intéressés finalement à l'œuvre de Yacouba, des agronomes d'abord, et puis des botanistes, et ils se sont rendus compte, ils ont, à travers leur nomenclature à eux, finalement, la nomenclature scientifique occidentale, ils se sont rendus compte à quel point ce qu'avait créé Yacouba cochait énormément de cases, finalement, était pérenne, correspondait au canon et finalement des sciences occidentales. Dans la manière de gérer les sols, dans la manière de gérer sa rotation de culture, et effectivement dans la manière de soigner, parce que tous les arbres qu'il a plantés soignent, et même certains de ces arbres sont réutilisés dans les industries pharmaceutiques classiques, dans les médicaments qu'on achète dans nos pharmacies aussi en France. Ça, on le dit pas assez, c'est que toute une pharmacopée dite traditionnelle, que ce soit d'Afrique ou d'Amazonie, est réutilisée aujourd'hui par des groupes pharmaceutiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, de plus en plus de groupes pharmaceutiques s'intéressent à l'Afrique de l'Ouest parce que c'est des endroits où on trouve énormément d'essences intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que Yacouba dit « les arbres peuvent soigner », suivi par « les arbres peuvent soigner les hommes », mais il dit aussi « les arbres peuvent soigner le sol ». Et j'ai l'impression que ce qui a été très important dans l'œuvre de Yacouba, en vous écoutant depuis le début de notre échange, c'est qu'il a voulu soigner le sol. Il a voulu enrichir le sol.
très appauvris par la sécheresse. Exactement. Il a cherché à construire tout un écosystème qui permettait stabilité face aux risques. Les risques, c'est quoi? C'est une sécheresse qui peut revenir du jour au lendemain. C'est la fuite de certaines populations animales et végétales liées à différents facteurs. Et là, avec les incendies. Avec la forêt, les oiseaux sont revenus. Les oiseaux sont revenus. Les biches sont revenus. Les hérissons sont revenus. Il a recréé tout un écosystème. Et c'est ça qui est très beau. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans ce livre, c'est la fresque relationnelle, qui est la vie de Yacouba. En France, conformément au paradigme occidental, on a tendance à séparer nature et culture. Ce qui pose énormément de problèmes d'ailleurs. Certains philosophes, anthropologues ramènent les crises contemporaines qu'on connaît aujourd'hui, crise écologique, crise sociale, à cette fameuse dualité entre nature et culture. J'ai moi-même été pas mal influencé par ces types de travaux. Baptiste Morisot, Philippe Descola, Corinne Pelluchon, tous ces auteurs-là. Et justement, ce qui m'a intéressé chez Yacouba Sawadogo, c'est que lui qui vient d'une culture qui n'a pas de dualité entre nature et culture, où tout est connecté, par justement le fait qu'il soit animiste, je m'étais dit, là on tient la preuve que humains et non-humains peuvent aller dans un seul et même bateau, peuvent correspondre à un horizon partagé. Et alors, comment ça peut s'adapter à nous aujourd'hui, ici en Occident, cette écologie relationnelle, puisque c'est un thème qui vous tient vraiment à cœur. En quoi on peut l'adapter à notre vie? Je dirais deux choses. Un point de vue très pragmatique, c'est que ce coin du Sahel est vraiment sentinelle face aux métamorphoses climatiques qui sont déjà là et qui vont continuer à s'accentuer. Yacouba, en renouvelant la technique d'usaï et en cultivant de nouvelles alliances avec le non-humain, les rochers et les termites pour commencer, a permis à la fertilité du sol de revenir dans un milieu très dégradé. Donc je pense qu'il y a des techniques dont on peut s'inspirer face aux épisodes de sécheresse que nous on va connaître en France. Je pense au département de l'Aude, par exemple, qui est déjà soumis à de très fortes sécheresses. Je pense à tous ces territoires qui vont être marqués aussi par le réchauffement climatique. Ça, c'est tout le souci de la permaculture et de l'agroécologie. Tout à fait. De soigner la terre, d'enrichir le sol. Exactement. Et puis d'avoir des zones de plantation extrêmement diversifiées. Vous avez cité tout à l'heure le nombre d'espèces différentes qu'il y avait dans la forêt de Yacouba. C'est quelque chose qui est très important et qui conditionne aussi même l'équilibre du milieu. En Côte d'Ivoire, par exemple, on coupe des forêts ancestrales pour planter des forêts de cacao qui seront certes des forêts in fine, mais des forêts monospécifiques qui sont beaucoup moins riches en biodiversité et qui dérèglent tout. Et voilà, ça c'est quelque chose dont Yacouba a eu l'instinct sans forcément avoir les connaissances occidentales. En ayant des essences différentes, l'écosystème va se stabiliser. Ça, c'est une invitation en France aussi à rediversifier nos systèmes de culture, parce qu'on a le même problème en France, standardisation des territoires. Et enfin, je dirais, d'un point de vue plus global, l'œuvre de Yacouba, elle résonne avec d'autres œuvres qui font relation, en fait, entre humains, avec le non-humain, et comment toutes ces formes relationnelles reconstruisent des territoires dans leur ensemble. Et je crois que c'est de ça dont il faut s'inspirer. C'est ce que j'appelle effectivement dans mes autres travaux l'écologie relationnelle. C'est tout simplement une manière de penser la science, mais aussi le développement des territoires à partir de la relation à l'autre, humain comme non humain. Alors quand je dis ça, ça paraît un peu abstrait, je l'entends, mais c'est parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. On fait pas relation de la même manière en Cévennes. Quelques exemples. Alors par exemple, on va laisser le Burkina Faso un instant, les Cévennes où vous avez travaillé, donnez-nous des exemples d'écologie relationnelle. Eh bien, les écolieux, d'une certaine manière, à condition qu'ils s'ancrent dans une véritable volonté de développement territorial et non dans un lieu qui écolieu, ça dit rien à pas mal de personnes qui nous écoutent. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle un écolieu? Des personnes, par exemple, qui vont reprendre une ferme collective et qui vont en faire un lieu d'accueil, un espace en permaculture, un endroit qui va faire rayonner un petit peu la culture dans un village, par exemple. C'est quelque chose qui recrée de la relation à l'échelle du village. Entre humains, par exemple, et avec le non-humain également, quoi. Exemple. En Cévennes, 95% des châtaigneraies sont abandonnées. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Pourtant, c'est ces mêmes châtaigneraies qui ont conditionné la biodiversité des Cévennes, aujourd'hui valorisées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un vrai enjeu à reprendre ces châtaigneraies et à en faire autre chose pour permettre à la biodiversité des Cévennes de continuer à exister dans le futur. Ça peut aller assez vite, en fait. Des copains qui s'installent et qui mettent la main à la pâte, ça peut aller assez vite à recréer un écosystème assez dense localement. Ce qui est très long, ce qui est beaucoup plus dur, c'est se dire « Ok, je pars. Ok, j'y vais. » Et là, il y a des leviers aussi, je pense, un citoyen, culturel, politique à avoir pour permettre à chacun de vivre dans un territoire libre et choisi et de construire des projets qui leur tiennent à cœur. Autre chose, les tiers-lieux, les cafés culturels, les nouveaux espaces démocratiques.
Je crois également tout ce qui s'apparente à la cause animale, de près ou de loin. Pourquoi ? Parce que la cause animale, je ne sais pas s'ils apportent les bonnes réponses, ça je laisse chacun y répondre. Par contre, je crois qu'ils posent des bonnes questions. Parce que la cause animale, c'est pas tellement le fait de se dire comment protéger telle ou telle espèce, qui a un rapport dual entre nature et culture, mais plutôt comment vivre avec telle ou telle espèce. C'est une question relationnelle, par extension. Donc voilà, c'est toutes ces causes. Mais je pense aussi à des formes très ordinaires dans nos imaginaires, mais qui sont extraordinaires de fond et qui demandent d'être revalorisées, je pense, dans nos récits collectifs. Un exemple, Saint-Omer, dans le nord de la France, l'un des derniers marais habités de France. Il y a toujours le facteur qui livre du courrier en barque. Il met pas simplement un bout de papier dans les boîtes aux lettres, ce facteur. Il met toutes les couleurs du marais. Il est l'un des agents qui conditionne le fait de pouvoir continuer à vivre le marais demain. Il est un des agents de la relation. Damien Deville, revenons à Yacouba Sawadogo, cet homme du Burkina Faso qui a freiné le désert, ou en tous les cas qui a reboisé 40 hectares de forêt. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné, vous, de particulier ? Vous qui avez passé plusieurs semaines avec lui, qui l'avez interrogé. Une question personnelle, vous vraiment, personnellement. Ouais. Alors je dirais, premièrement, il m'a permis de mieux comprendre cette identité burkinabé qui me compose. J'aime beaucoup cette phrase de Nkrumah qui dit qu'on n'est pas africain parce qu'on est en Afrique, mais on est africain parce que l'Afrique grandit en nous. C'est votre cas. Je crois que c'est mon cas, même si, comme je disais tout à l'heure, je comprends encore mal l'Afrique. C'est la première chose qui m'a apporté, c'est de mieux comprendre ce monde qui aujourd'hui me compose. Il m'a aussi permis d'établir des convictions que j'avais déjà en germe chez moi, mais qui ont été validées, on va dire, par l'œuvre de Yacouba, celle que pour répondre au monde contemporain, on a besoin de refaire lien avec l'autre. On a besoin... Avec l'autre humain, j'ai bien entendu, mais aussi avec l'autre, ce que vous appelez non-humain, c'est-à-dire la nature, les arbres, les oiseaux, exactement, la terre. On a besoin de recréer des équilibres relationnels dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes. Et ça, je crois que c'est un nouvel universel, en fait. Faire de la relation première pierre de l'action, première pierre de la pensée. Pourquoi je dis que c'est un nouvel universel ? Parce que la relation a cette puissante force de montrer un horizon du doigt, un horizon partagé, tout en laissant une diversité de chemins pour arriver à cet horizon-là. C'est une pensée fédératrice mais non uniformisante, quelque part. Yacouba en est la preuve. Yacouba est l'un des exemples d'une fresque relationnelle qu'on peut inventer dans un contexte particulier, sahélien, burkinabé, et il est une invitation, je pense, à expérimenter la relation partout dans le monde en fonction des singularités locales. Voilà. Un mot que vous n'avez pas prononcé et qui, moi, me frappe énormément en lisant votre livre, et certainement qui m'aurait frappé en rencontrant l'homme, c'est l'endurance. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il a tenu, et il tient bon. Il est d'une endurance incroyable. Il la tire où, cette endurance ? Je crois qu'il la tire... Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas s'il a utilisé des mots dans ce sens-là. En tout cas, je crois que ce que j'ai ressenti chez lui, c'est la passion qui le lie à sa forêt est restée inchangée depuis le premier jour. D'ailleurs, son premier arbre, le premier arbre qu'il a planté, existe toujours, bien sûr. Il va toujours régulièrement le voir comme une révérence quelque part à tout ce qu'il a pu construire chaque jour, quoi. Non, mais j'insiste sur cette dimension d'endurance parce que beaucoup de gens ont des beaux projets de renouer le lien avec la nature, ils y vont, ils se coltinent à cette réalité qu'est la nature, puis ils se rendent compte à quel point c'est dur et peu tiennent dans la durée. Tout à fait, tout à fait. Et lui tient. Je pense qu'il a eu différentes étapes dans sa vie aussi qui lui ont permis de redorer un peu cette épopée. J'ai cité tout à l'heure la rencontre avec les Cheiks, on a cité la rencontre avec les Dogons. Plus tard, d'autres hommes sont venus le voir, Thomas Sankara,
Pierre Rabhi. Il a également rencontré Pierre Rabhi. Et puis, ce que j'ai pas dit, c'est que le Yatenga était la zone de l'émergence d'un mouvement de l'éco-paysannerie porté par une autre figure burkinabé dont on parle pas assez et qui pour moi est tout aussi inspirante que Thomas Sankara, qui est Bernard Ouedraogo, qui a été lui-même le maire de Waiguya, la ville juste à côté de Yacouba Sawadogo. Yacouba a créé beaucoup de liens avec ce mouvement et l'a conforté, en fait, au fil de sa pratique dans ce qu'il portait. Et puis un peu plus tard, il y a eu les reconnaissances d'abord ouest-africaines et puis finalement internationales, quoi. Ce qui est en fait très fort dans Yacouba, c'est qu'il a limité son engagement à un lieu. Et ça, c'est une certaine forme d'humilité aussi. Moi, ça, je le vois, hein, et c'est pas du tout un reproche, c'est tellement humain d'être comme ça. Mais dans les milieux militants de l'écologie qui me pétrissent aussi au quotidien, à quel point chacun a envie de renouer avec la quête de l'héroïsme aussi. Bien sûr, et de se disperser. Beaucoup de réalisations dans différents lieux. Tout à fait. L'envie aussi d'avoir une parole forte, une parole influente, l'envie d'être connu. Voilà, pour le dire vite. Et lui, il a envie d'être connu ou pas? Non, pas forcément. C'est pas quelque chose qu'il recherche. Et d'ailleurs, alors même que à Abidjan, pendant qu'on était là, certains médias venaient le voir parce qu'on avait prévenu un petit peu la presse locale, on avait prévenu le corps diplomatique burkinabé et ivoirien qu'on était sur place. Il avait qu'une envie, c'était de retrouver sa cour. Il nous l'a dit énormément de fois. Et sa cour, au sens géographique du terme. Au sens géographique. Pas la cour. Qui est beaucoup plus petit que son village. Vous savez, la cour, c'est la maison. La maison et le petit jardin. Non, mais privé. vous voyez que c'est le même mot avec la cour autour d'un roi. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est autour d'une star. C'est pas ce qu'il recherche, lui. Non, c'était sa cour. Propre cour. Voilà. Et d'ailleurs, on s'est nous-mêmes questionné aussi. Ah, mince, peut-être 2 semaines, c'était un petit peu long. Pour lui, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a cette forme d'humilité-là. Et c'est une invitation, je crois aussi, que je me lance à moi-même parce que je suis moi-même pris par ces démons-là et que j'ai envie de lancer aux autres militants de l'écologie en Afrique de l'Ouest comme en France, c'est d'être aligné dans nos formes de militantisme entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Moi, je trouve qu'on se pervertit beaucoup. Il suffit de regarder, je vais prendre un exemple, le réseau social Twitter, à quel point les militants de l'écologie aussi, pour faire valoir leurs idées, pour exister aussi, renouent avec la vindicte, renouent également avec la violence dans leurs propos, avec la sursimplification, avec de l'excès, tout ce qu'on est censé combattre, quelque part. Yacouba Sawadogo est un exemple d'alignement, et je pense que c'est ça qui peut nous inspirer. Eh bien, merci beaucoup, Damien Deville, d'être venu nous parler de Yacouba Sawadogo, et puis merci pour ce livre que j'encourage vraiment à découvrir pour ceux qui nous écoutent, L'homme qui arrêta le désert, que vous avez publié aux éditions Tana. Merci pour connaître j'ose même pas dire ce grand militant de l'écologie, puisque lui-même vit vraiment de l'écologie. Et tout à fait, et surtout que l'écologie, c'est un terme qui n'existe pas vraiment dans les cultures traditionnelles ouest-africaines. C'est un homme juste. C'est un homme juste. C'est ce qu'on dit au Burkina Faso, non? Tout à fait. Burkinabé. Ouais, juste et intègre. Juste et intègre. Merci. Merci à vous, Thierry. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.